Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette émission d'Informatique News Hebdo, cette belle journée du vendredi 15 octobre 2021, pour, comme chaque semaine, décrypter, analyser l'actualité IT et télécom de la semaine. Et justement, pour mener à bien cette analyse, je suis en compagnie de Guy Hervier, notre rédacteur en chef. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, avant d'aller dans le dossier de la semaine, qui sera consacré à la croissance du cloud, je pense qu'on passe comme d'habitude en revue les quelques actus qui nous ont marqué entre guillemets cette semaine. Et on commence par des annonces du côté de chez Dell, avec un focus sur le Edge qui se traduit par des PC durcis, pour dire un peu les choses simplement. Alors, effectivement, il y a deux choses. Et on est sur le Edge, et d'ailleurs, ça concernera aussi les annonces qu'a faites Google. Alors, pour replacer le Edge, en fait, c'est ce qu'on appelait auparavant des data centers à la périphérie, si je puis dire. Donc maintenant, c'est Edge, ça fait mieux. Marketing, et donc, selon IDC, finalement, la croissance, parce que le cloud va jusqu'au Edge, jusqu'à la périphérie. C'est-à-dire qu'en gros, on peut déployer le cloud sur des instances périphériques et les gérer en centrale. C'est ça tout l'intérêt. Ça veut dire que dans une agence bancaire ou dans une boutique ou que sais-je, on pourra bénéficier de l'informatique en centrale sans avoir à gérer l'infrastructure, ce qui n'est pas le travail de ces différentes entités. Donc selon IDC, le Edge devrait représenter 50% en 2023 du cloud au total. Donc vous voyez que c'est très important. On pense toujours le cloud comme les énormes data centers qui représentent 10 stades de football, mais il y a aussi beaucoup de choses qui se passent à la périphérie. Et c'est dans ce cadre-là que Dell Technologies a fait ses annonces au Summit EIMEA. Donc il y a deux choses. Il y a ce qu'ils appellent un nœud sous la forme d'un VxRail, une appliance VxRail Nodes. Donc ça veut dire que c'est sur un serveur, c'est un nœud avec toute la stack VMware, mais sur un seul nœud. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pour une petite structure. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il propose également une passerelle, décidément, une passerelle 5G qui permettra précisément de faire le lien entre ce qui doit se faire en centrale et ce qui doit se faire en local. Parce qu'en fait, il y a toujours un arbitrage à faire entre est-ce qu'il faut stocker les données à la périphérie, est-ce qu'il faut les traiter en partie et ensuite rapatrier une partie des données qui ont déjà été traitées en centrale pour faire un traitement complémentaire. Donc là, il y a un arbitrage et donc cette passerelle 5G permettra de faire ça dans les meilleures conditions. Donc ça, c'est les deux annonces qui se situent, comme vous le disiez, sur le Edge. Et puis, il y a un deuxième volet d'annonces qui lui concerne des PC durcis. Donc en fait c'est des latitudes qui ont été je dirais un peu customisées, si je puis dire en bon français, pour faire en sorte qu'ils puissent être utilisés dans des conditions extrêmes, pas seulement militaires d'ailleurs, ça peut être dans des conditions industrielles où il fait extrêmement chaud, où il y a des vibrations ou des choses comme ça. Et donc c'est deux PC durcis qui s'ajoutent au catalogue Dell Technologies. Très bien. Alors, je vous en parlais, Guy, autre actu de la semaine autour de Cloud Next 2021, avec deux grands traits. D'une part, la souveraineté. On en a parlé la semaine dernière avec Thales et Google. Et puis, évidemment, le multi-cloud. On en avait parlé d'ailleurs aussi la semaine dernière avec VMware. Donc, visiblement, la tendance au multi-cloud, elle ne fait que se renforcer. Oui, et ça va se poursuivre. Donc là c'était le Next 2021, donc la conférence de Google qui s'est fait en virtuel, encore cette année. Ça a été l'occasion de revenir sur l'annonce dont on a parlé la semaine dernière de l'association entre Google et Thales dans le domaine du cloud souverain. Donc il faut quand même rappeler que pour qu'elle puisse concrétiser, il y a les deux conditions. La première, c'est qu'elle soit mise en œuvre par une entité de droit français, voire européen. Et la deuxième, c'est qu'elle passe quel est le label technique de sécurité SecNum Cloud. Donc ça, c'est les deux choses et ça demandera quand même un petit peu de temps. Et puis, alors, il y a eu des annonces effectivement dans le Distributed Cloud, donc on revient sur le Edge. Donc il y a deux annonces, si je puis dire. Il y a un Distributed Cloud Edge, donc là, pareil, l'idée c'est de mettre
des technologies en périphérie. Et puis il y a un distributed hosted, donc là en gros c'est un cloud packagé qui peut être mis en œuvre de manière plus facile. C'est-à-dire qu'en gros il est déjà, on pourrait faire l'association avec les cloud pack d'IBM dont on avait déjà parlé, qui sont en fait des cloud packagé pour des usages particuliers. Donc ça, c'est le premier volet. Il y avait une deuxième annonce aussi dans le domaine de Google Workspace, dont on rappelle qu'il est proposé en deux versions. Il y a une version gratuite qui est accessible à tout le monde, et puis il y a une version payante où vous avez des fonctionnalités supplémentaires dont vous souhaiteriez disposer. Et là, ils ont fait une annonce dans le domaine du no-code, donc c'est leur solution AppSheet. Et en gros, alors ça fait pas AppSheet, faut faire attention. C'est AppSheet. L'ancien président. Oui. Donc c'est la possibilité en fait d'enrichir Google Workspace d'applications, enfin donc d'apps qui sont spécialisées pour des métiers ou pour des fonctions. Et donc ça se fait précisément en no code, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de développement à faire. On peut un peu comme si on téléchargeait une application sur son mobile. Donc c'est l'App Store un peu de Google Workspace. Exactement. Et donc c'est la possibilité pour Google de démultiplier, si je puis dire, son offre Google Workspace, qui à ce jour, j'irais, est le grand concurrent de Office 365 chez Microsoft. Largement derrière. Mais largement derrière, puisqu'il y a quand même tout un historique. Office 365, ça remonte, j'irais, au tout début de Microsoft, alors que Google Workspace, bon, ça s'est construit au fur et à mesure, mais c'est pas aussi vieux que ça. Mais néanmoins, c'est un acteur important, et dans les appels d'offres, je dirais que c'est les deux grands, sachant que là aussi, on a parlé de l'annonce qu'a fait le DSI du gouvernement. Où, en gros, il dit il ne faut pas utiliser ni l'un ni l'autre, il faut prendre des solutions qui soient franco-françaises ou en tout cas labellisées comme telles. Donc, voilà. Très bien. Alors, toujours dans le cloud, Guy, on parle d'Oracle, qui ouvre pas moins de 14 régions cloud en 2022. Alors, peut-être préciser quand même pour nos spectateurs ce qu'est une région cloud pour Oracle. Alors, en fait, l'idée, c'est que l'idée d'Oracle, qui poursuit, et on le sait, est venue un peu tard sur le cloud, qui poursuit son développement et qui, malgré tout, je dirais, n'apparaît pas vraiment dans les radars. C'est-à-dire qu'en gros, tous les analystes qui font des classements, Oracle est assez loin derrière. Et donc, l'idée, en gros, c'est assez simple, c'est de proposer un maillage de data center, soit en propre, soit chez des hébergeurs, et d'en proposer plusieurs sur une même région au sens géographique du terme, de telle sorte qu'on puisse proposer des solutions de haute disponibilité, de continuité, de PRA. Et donc, l'annonce que fait Oracle est en deux volets. C'est l'ouverture, comme vous le disiez, de 14 régions pour 2022. Donc, il y aura et là, toutes les parties du monde sont concernées. C'est-à-dire qu'il y a, évidemment, il y a l'Europe, mais il y a aussi le Moyen-Orient, il y a l'Afrique, il y a l'Amérique latine. Donc, vraiment, ça couvre le monde entier. Et ça montre, enfin, ça appuie l'idée que développe Oracle, qui veulent être près de l'utilisation des données pour les raisons dont on parle maintenant en permanence de cloud souverain. Et ce qui nous intéresse particulièrement, c'est que dans ce volet d'annonce, il y a deux villes qui sont concernées en France. La première, c'est Marseille. On sait que Marseille est une plaque importante. Il y a beaucoup de câbles qui ont été déposés dans la mer pour joindre à peu près toutes les parties du monde. Et donc ça, effectivement, ça devient une plaque tournante. Et là, c'est le 8 novembre prochain, l'ouverture du premier data center qui est hébergé par Interxion. Interxion qui est l'hébergeur bien connu, qui a été racheté par Digital Realty il n'y a pas très longtemps. Donc ça, c'est le 8 novembre prochain. Et puis un petit peu plus tard, donc ça, ce sera sans doute courant 2022, Oracle ouvrira un deuxième data center sur Paris pour le coup, et donc tout ça complétera l'offre aussi, donc Oracle Cloud Infrastructure qui est proposée par Oracle et qui se positionne un petit peu différemment des trois grands Amazon. Alors, est-ce que ce positionnement correspond à une réalité ou est-ce que c'est du marketing? Le positionnement, c'est vraiment aux disponibilités, continuité des opérations, PRA, enfin des choses pour des applications d'entreprise du style ERP, des choses comme ça. Donc basé évidemment majoritairement sur les offres, sur les produits
produits Oracle. Oracle. Alors, à commencer par... Alors, il y a effectivement tout ce qui est container, la virtualisation, etc. Et puis, il y a les produits Oracle, comme la base de données Oracle, dont la dernière version est une version autonome. Donc, en gros, elle se gère elle-même. Elle n'a plus besoin d'administrateur. Enfin, en théorie, oui. Voilà. Alors, autre sujet récurrent de nos échanges dits, la sécurité, avec cette fois-ci le G30 du ransomware, hein, qui est une réunion de, comme son nom l'indique, de 30 sociétés, 30 entreprises, nations, j'allais y arriver, pays, qui pendant 2 jours se réunissent à Washington pour essayer de mettre en place des politiques communes pour faire face à ce qu'on peut appeler un fléau. Hein. Oui, le fléau, effectivement. L'appellation G30, elle nous est propre. Hein. Enfin, c'est juste une facilité de langage. Donc, c'est effectivement 30 nations qui se sont regroupées à Washington sous l'égide des États-Unis, qui a pris un peu le leadership sur ce sujet. Et alors, le point important à mentionner, c'est que dans ces 30 nations, vous avez beaucoup de nations européennes, mais vous avez des pays. Il y a le Kenya, par exemple. Enfin, j'ai rien contre le Kenya, mais il y a des nations qui sont un peu partout réparties dans le monde. Donc, 30 nations qui participent. Et alors, les 2 grands absentes, je vous le donne en mille, c'est la Russie et la Chine. Alors, la Chine, peut-être, a des activités dans ce domaine, mais c'est surtout la Russie qui est visée. Et donc là, pourquoi cette absence ? Précisément, c'est la personne du gouvernement américain qui est en charge de ces dossiers expliquait qu'ils ont une conversation directe avec la Russie, je suppose parce qu'il y a des problèmes spécifiques qui se posent et parce qu'on sait bien que, une grande majorité des ransomware sont hébergés par des sociétés soit en direct, soit via des franchisés sous l'autorité soit directe, soit indirecte du gouvernement russe, qui fait pas grand-chose pour les en empêcher. Donc c'est une conversation directe qui s'est établie entre les États-Unis et la Chine. Donc, la Russie. Et la Russie, pardon. Et donc, on ne va pas rappeler tous les chiffres sur le ransomware, mais on sait que c'est en croissance très très grande. Il y a une analyse qui a été proposée par une entité qui dépend de Google et qui montre qu'il y a actuellement il y a 130 familles de ransomware qui sont en activité. Donc c'est quand même considérable. Sur l'année, alors ça c'est une statistique qui vaut que pour les États-Unis, mais 2400 entités, donc soit des écoles, surtout des hôpitaux. On a vu que les hôpitaux étaient largement visés, ont été touchés en 2020 pour un montant global qui a été payé de à peu près 400 millions de dollars. Ça, c'est pour les États-Unis. Donc, et à chaque fois, c'est des sommes évidemment plus faibles, puisque vous faites la division 400 millions par 2400. Donc, vous voyez, c'est pas important, mais bien sûr, parce que si on demandait trop, les entreprises ne paieraient pas, donc il faut arriver au bon niveau, sachant que la règle d'or que nous donnent tous les experts, c'est ne pas payer, sauf comme toutes les règles, sauf d'exception. Dans des conditions. Et on a vu on en avait parlé, il y a eu deux ransomware qui ont une très grande visibilité parce qu'elles sont symptomatiques, significatives de ce qui va sans doute arriver. C'est le Colonial Pipeline, donc c'est le grand pipeline, le gazoduc américain, qui a été bloqué pendant plusieurs jours. Et puis il y avait les carisseurs, là, dont j'ai oublié le nom, également aux États-Unis, qui est à peu près responsable, je crois qu'il gère à peu près 20% de la viande américaine. Donc c'est quelque chose qui a été bloqué pendant de barbecue, pendant plusieurs jours. Et alors parmi les autres chiffres, il y en a 2 qui sont intéressants. C'est qu'en moyenne, en France, on rappelle Soprasteria, par exemple, dont on avait parlé à l'époque. Quand il y a un ransomware, c'est 21 jours en moyenne pendant lesquels l'informatique est bloquée. Et puis, c'est plus de 10 fois plus pour remettre tout en ordre. Au bout de quelques jours, on peut certainement remettre une bonne partie des choses, mais ça demande tout ce temps pour qu'on revienne à une situation antérieure. Donc, c'est vraiment un gros problème que là, et c'est ça ce qui est intéressant, ces nations regroupées aux États-Unis montrent que c'est vraiment un problème qui doit être pris au niveau des gouvernements.
Alors Guy, pour conclure cette première partie de notre émission, la traditionnelle focus, j'allais dire, finance, avec cette fois-ci un échange franco-français, hein, puisqu'il s'agit de Smile, qui est une ESN plutôt orientée d'ailleurs sur le côté applicatif, hein, et qui rachète une de ses consoeurs, Alterway, qui elle est plutôt orientée infrastructure et particulièrement open source. Exactement. Alors, donc vous avez bien résumé, et pour compléter, donc on est tout dans le domaine de l'open source. Ce rachat va permettre de constituer un groupe qui fait à peu près 1800 salariés, oui, qui représente un chiffre d'affaires de 120 millions d'euros. Donc c'est significatif, mais bon, c'est pas non plus, on n'est pas à des niveaux oui, c'est pas des grands éditeurs de logiciels, mais enfin bon, c'est quand même significatif précisément dans le domaine de l'open source. Et pour compléter, donc Smile n'en est pas. Alors c'est une participation majoritaire. Hein. D'ailleurs, Econocom était impliqué et a cédé ses parts d'Alterway. Donc Smile n'en est pas à sa première acquisition. Petit à petit, elle constitue, je dirais, un ensemble important. Donc ils avaient racheté plusieurs entreprises. Donc il y avait en particulier NeoPixel, donc qui est spécialisé dans le développement d'applications pour mobile, autant iOS que Android. Il y avait UX Republic, donc qui est une société de conseil spécialisée dans la transformation numérique et plutôt orientée sur tout ce qui est user-centric, donc qui concerne l'interface utilisateur. Et puis le troisième qui est peut-être un peu plus connu de nos lecteurs, qui est Sensiolab. Et Sensiolab, en fait, là pour le coup, c'est un véritable éditeur. C'est un ensemble d'outils, donc un framework PHP, donc pour le développement de sites web. Donc je dirais Smile se consolide et commence à devenir un groupe visible au niveau français, voire européen. On sait que la France, dans le domaine de l'open source, est particulièrement en pointe. Alors Guy, on en vient au dossier de la semaine que j'avais évoqué en ouverture de cette émission, en l'occurrence la croissance de l'écosystème cloud, puisqu'on a une étude toujours du cabinet Synergy Research Group qui montre que la croissance est à 25% pour ce premier semestre 2021. Oui, donc ça effectivement, ça donne une indication à 25% par rapport à une croissance de l'IT en général qui est de peut-être 3-4%, donc on voit bien que ça évolue beaucoup plus vite. Et comme vous le disiez, c'est le cabinet Synergy qui depuis sa création a été spécialisé dans tout ce qui est analyse du cloud et des tendances autour du cloud. Alors le chiffre important, c'est que cet écosystème représente 235 milliards pour le premier semestre, donc avec différentes catégories. Et c'est là où c'est un petit peu compliqué. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que tout ce qui est IaaS et PaaS, donc c'est à la fois infrastructure et puis et application, donc proposition d'environnement applicatif. C'est ça qui représente la grosse partie. C'est à peu près les 2/3, un petit peu moins. Après, il y a avec la plus forte croissance, une croissance qui approche les 40%. Le SaaS vient en deuxième. Et une croissance plus faible. Hein. Une croissance plus faible qui se comprend dans la mesure où il a commencé plus tôt. Si on prend le cas de Salesforce, c'est à partir des années 2000 qu'ils ont commencé à déployer la vente de logiciels en modèle SaaS. Donc ça remonte un petit peu plus loin. Donc une croissance. Et puis alors, c'est toujours un peu difficile de faire la part des choses parce que si vous regardez Microsoft, ils vendent beaucoup évidemment en mode SaaS, mais ils vont encore en mode on-premise. Donc, quand on regarde, quand on analyse un peu, quand on épluche leur compte, ils font pas toujours le distinguo. Et puis il y a aussi la vente de tout ce qui est, je dirais, infrastructure. Hein. C'est à la fois le matériel et le logiciel pour faire tourner ces clouds. Et ça représenterait, ça aurait représenté au premier semestre 70 millions de dollars. Donc ça veut dire qu'en gros, c'est quasiment la moitié du chiffre d'affaires que représentent les activités IaaS plus PaaS. Donc vous voyez que ça montre bien que cette activité de cloud, c'est une activité fortement capitalistique qui demande des investissements considérables. Donc 70 milliards, ça donne quand même, je pense que ça devrait faire réfléchir quand on donne des chiffres. Par exemple, il y a le plan gouvernemental qui a été sorti aujourd'hui. C'est toujours difficile, cette semaine, difficile. C'est un plan à 30 milliards sur plusieurs années. Donc vous voyez que on a des ordres de grandeur qui sont
un petit peu différents. Et quand on analyse un peu plus profondément, alors je dirais Microsoft c'est compliqué parce que précisément il mélange à la fois du SaaS et puis du on-premise, mais aussi des différentes activités, de différents logiciels. Donc mais si on prend le cas de AWS et Google Cloud, c'est plus simple parce que AWS c'est une filiale qui est séparée, qui représente donc en 2020, 12% du chiffre d'affaires d'Amazon, c'est plus de 40 milliards de dollars, donc vous voyez que c'est quand même considérable, mais c'est 60% de la marge opérationnelle. Donc vous voyez que c'est une activité qui demande beaucoup d'investissement, mais qui est extrêmement rentable. Donc ça, on voit bien parce que finalement, l'activité Amazon à proprement parler, c'est aussi une activité qui demande beaucoup d'investissements et qui aussi demande beaucoup de main-d'œuvre parce que Amazon, c'est plus d'1 million de salariés aux États-Unis. Hein. Donc ça, c'est une chose. Si on prend le cas de Google Cloud, c'est un petit peu moins, ça représente 7% du chiffre d'affaires, mais Google Cloud est arrivé un petit peu plus tard sur ce marché. Et c'est vrai que si on se reporte à il y a 10 ans, donc on parlait déjà d'AWS comme, je dirais, un fournisseur d'infrastructures, mais pas énormément. Google Cloud, beaucoup moins. Et vous voyez qu'en 10 ans, ce sont devenus les acteurs majeurs de ce secteur. Donc ça montre en l'espace de quelques années, l'environnement a complètement changé. Et non seulement ce sont des acteurs majeurs, mais ce sont aussi des acteurs qui déterminent les évolutions technologiques. Si on prend le cas de Kubernetes, c'est un développement qui a été au départ proposé par Google. Donc on a un tableau qui est quand même qui a été largement modifié en quelques années. Et puis il y a le dernier volet. C'est celui des hébergeurs. Et donc, ces hébergeurs-là, ils peuvent héberger, je dirais, le data center de la PME du coin, mais ils peuvent aussi... et donc là, on ne parle pas vraiment de cloud, on parle de trois serveurs qui sont installés, qui fonctionnent pour délivrer une application particulière. Mais on parle aussi, et on vient de le citer, Interxion à Marseille, qui héberge le data center d'Oracle. Donc là, on est dans une dimension qui est quand même complètement différente. Très bien. Alors justement, on parlait d'open source, Guy, à l'occasion du rachat d'Alterway par Smile. L'événement que vous avez retenu pour les prochaines semaines, donc je crois que c'est début mi-novembre. Oui. C'est Open Source Experience qui avait un autre nom. Il me Alors c'était Paris Summit, je crois, avant. Open Source Summit. Donc en gros c'est oui c'est ça. Et en gros c'est le rendez-vous de tous les gens qui s'intéressent à l'open source. Donc ça a lieu au Palais des Congrès le 9 et 10 novembre prochain. Donc on sait qu'aujourd'hui, et on l'a cité à plusieurs reprises, l'open source est utilisé de manière je dirais, assez généralisé par toutes les entreprises, même si ça ne représente pas la majorité des investissements. Donc, c'est une manifestation qui intéressera tous les DSI qui sont impliqués dans la mise en œuvre d'open source. On citait, par exemple, le gouvernement tout à l'heure, qui est le premier chef concerné par la promotion de l'environnement. On sait que du côté notamment de l'administration de Bercy, il y a pas mal de développements basés sur l'open source. Et on finit, Guy, notre émission de la semaine par un carton en jaune, on va dire, pour OVH et une de ses fameuses pannes. En plus, quelques jours avant l'introduction en bourse, c'est pas forcément la meilleure pub qu'on pouvait rêver. Non, c'est sûr que ça fait suite à l'incendie qu'il y a eu au mois de mars à Strasbourg, dans l'est de la France. Donc là, c'est une panne qui est liée à une erreur humaine. Bon, ça arrive. Si on prend le cas de Facebook, quelques jours plus tôt, c'était tout l'environnement de la messagerie Facebook qui a été mis à plat pendant plusieurs heures. Donc on va pas faire haro sur le baudet pour OVH, mais enfin effectivement ça intervient à un mauvais moment puisque c'est 2 jours avant son introduction en bourse, qui est aujourd'hui d'ailleurs. Donc alors on n'a pas les chiffres puisqu'on fait ça en direct, on fait en direct, mais donc l'action a été introduite à 18,50 qui donne une valorisation à 3,5 milliards pour OVH, donc c'est quand même l'acteur européen du cloud le plus important. Il faut rappeler que la famille Klaba quand même
même garde la majorité du capital pour garder la maîtrise du développement de l'entreprise. Donc, carton jaune, on verra, on en reparlera sans doute la semaine prochaine quand on aura les résultats de cette introduction. Les résultats, et puis, je dirais, les premiers jours de cotation pour voir finalement si les investisseurs ont tenu rigueur à OVH ou pas. Très bien. Rendez-vous la semaine prochaine, Guy. Merci encore une fois à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite tout d'abord un très bon week-end pour ceux qui nous suivent ce vendredi. Et pour tous les autres, très belle semaine à toutes et à tous. Et je vous retrouve avec Guy la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatique Nous Hebdo. En attendant, encore une fois, très belle semaine à toutes et à tous. Merci.